Bonjour, aujourd'hui nous recevons Sophie Mazas. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Voilà, je vous remercie d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour cet enregistrement que nous faisons tous les mardis depuis maintenant 8 ans. Voilà, vous êtes avocate, nous avions reçu donc il y a 4 ans, vous avez nouvellement un cabinet rue de l'Argenterie, pour ceux que ça intéresserait. Un peu de pub, ça fait pas de mal. Vous êtes présidente de la Fédération Héros de la LDH et élue nationale. Au comité national, oui, depuis notre dernier congrès. Alors, vous êtes engagée, et là, le sujet, entre autres, c'est votre action pour défendre les free parties. Oui. Oui. Eh bien, on a été contacté par le mouvement en fait des free parties il y a quelques semaines, puisqu'on avait commencé à travailler ensemble au moment de la lutte contre la loi sécurité globale. Et on va revenir aux questions si ça vous ennuie pas. Oui, pardon. Je croyais que c'était une question sur le. Non, c'était une présentation. Ah, autant pour moi. Voilà, donc le numéro 1127 de la Glorieuse. Donc on revient à la une sur le plan des mobilités, avec le plan des mobilités qui sent le faux plan. Ensuite, les Hauts-de-Massane, la réunion des rails, prise de court par les habitants. Oui. Insoumis, c'est les articles, c'est les sujets d'articles. D'accord. Vous avez l'air inquiète. Non, pas du tout. Vous pensiez que c'était des questions? Non, mais j'avoue que j'ai pas étudié le plan de mobilité de manière approfondie. Non, mais bon, vous savez, on passe d'une chose à l'autre dans le journal. Ensuite, on revient sur les insoumis. Une Muriel peut-elle en cacher une autre? Un sujet très insoumis, vu qu'il y a un autre article LFI, mais qui seront les chefs de file pour les municipales? Et viré du parti, Manu Reynaud nous déclare à Montpellier le parti écologiste est une zone de non-droit. Voilà, il y a du fight la semaine prochaine dans La Glorieuse. Vous aimez bien ça, le fight? Oui, mais alors, en fait, tout ce qui est, j'allais dire, problème interne, les structures politiques, ça vous intéresse pas? Bon. Ça me laisse un peu indifférente. Enfin, je trouve ça un peu dommage, parce qu'on est d'accord qu'il y en a quand même un gros problème démocratique en France, et qui sert du coup l'extrême droite, qui profite de cette absence, on va dire, de réponse aux besoins de la population on va dire, en instrumentalisant le débat, et ce serait bien qu'ils sortent des querelles internes pour faire leur travail de politique. Voilà, donc vous faites une bonne transition. Donc première question, est-ce que vous comprenez la mobilisation initiée par Marine Le Pen suite aux attendus sévères, enfin plus sévères que d'habitude, pour un politique? Est-ce que je la comprends? Je comprends surtout que manifestement elle a un gros décalage avec son électorat qui n'a pas suivi sur cette manifestation. Moi, je vais vous dire que quand j'ai vu les réactions le mardi sur la décision de justice, j'étais assez atterrée de voir cet irrespect total en fait de l'état de droit et de la séparation des pouvoirs, et je me suis demandé voilà, s'il fallait pas faire après les manifs de droite des années 2010, s'il fallait pas sombrer totalement dans l'absurde et faire des manifs d'extrême droite anti-démocratiques. Enfin, c'est incroyable d'avoir entendu de tels commentaires sur une décision de justice. Donc là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Accepter, rien dire? Il y a une différence entre accepter rien dire et expliquer en fait que lorsqu'on est condamné pour avoir détourné plusieurs millions qui sont quand même le fruit de nos impôts, on aurait droit à une immunité totale parce qu'on est un représentant politique. C'est incroyable. Finalement, en vulgarisant, c'est mais laissez-nous voler tranquille, quoi. Donc non, je trouve que les réactions étaient assez incroyables. En fait, sur la question de l'état de droit, c'est-à-dire vraiment, il y a une séparation des pouvoirs, et donc c'est bien que c'est on va dire la bonne nouvelle de la semaine, l'échec total de cette manifestation. Ça montre que les électeurs, en tout cas les électeurs de l'extrême droite, ouvrent peut-être les yeux sur la réalité des membres de ce parti. Les électeurs respectent plus l'état de droit que leurs élus?
Ouais, c'est un peu peut-être oui, ce qu'il faut constater. Que la juge qui l'a acté là se présente comme une fan d'Eva Joly, est-ce problématique selon vous? Non, j'ai pas vu comment elle se présentait exactement. Elle se présentait comme une fan d'Eva Joly. Ouais, je pense qu'il n'y a aucune remise en question de la probité d'Eva Joly. Donc je vois pas où il y aura un problème. On va passer sur les raves et sur la manifestation de ce week-end. Donc vous avez été un relais actif, vous avez fait un travail en amont peut-être. Il y avait combien de personnes à ce rassemblement? Bon, je pense qu'il y avait plus de 3000 personnes, mais comme je l'ai dit en plaisantant, habituellement la police surévalue toujours le nombre de participants au Free Party pour passer le cap le seuil des 500 qui est un seuil déterminant. Donc on était plus de 3000 et je dirais 5000 en comptant comme la police. Donc voilà, non, il y avait plus de 3000 personnes, c'était très compact. Parce que ça manifestait de manière assez dense et assez serrée. Et en fait, comme je le disais tout à l'heure, le mouvement des Free Party, on a travaillé avec ce mouvement au moment de la lutte contre la loi de sécurité globale, puisque nous étions en alerte sur différents dispositifs, notamment de contrôle, la mise en place des drones, le continuum de sécurité. Vous savez, ce texte qui commence par le citoyen est le premier maillon de la chaîne de la sécurité, qui quand même montre bien la vision de la société qui est actuellement la droite. Et au moment où nous étions dans cette lutte, où il y avait déjà certains jeunes du mouvement des Free Party qui étaient là, il y a eu une Free Party au moment du jour de l'an, où un jeune a été incarcéré en détention provisoire pour avoir organisé une Free Party où il y avait 1500 personnes dans un grand hangar ventilé, alors qu'en même temps, Mille France rassemblait 3000 personnes dans un centre commercial. On était sous les règles du Covid, et Miss France n'avait eu aucun problème, alors que ce jeune qui avait organisé une Free Party rassemblant 2 fois moins de monde était en détention provisoire. Et à ce moment-là, le mouvement des Free Party avait rejoint cette lutte contre la loi sécurité globale, et nous avions commencé à échanger quand même sur les droits fondamentaux. Et c'est vrai que là, depuis quelques semaines, on a une augmentation de la répression sur ce mouvement, donc c'est-à-dire multiplication des saisies. C'est ce que nous avons vu, parce que sur le fil d'actu de la Glorieuse, de l'Aveyron et de la Lozère, il y a beaucoup de répression au niveau des Free Party. Oui, et ces répressions, par ailleurs, ne rentrent pas dans le cadre légal. Normalement, en fait, la loi, ce que nous dit la loi, c'est les manifestations sont libres, sauf si on dépasse le seuil de 500 personnes, où il faut faire une déclaration si jamais on les organise, ces manifestations festives, dans des lieux qui ne sont pas sécurisés et prévus pour. Et donc, normalement, le principe, c'est la liberté, sauf si on dépasse ce seuil et qu'on n'a pas un encadrement sécurisé. Et ce que font les préfets, c'est qu'ils ont pris, alors un peu partout en France pour quelques mois, mais le préfet de l'Hérault l'a pris pour 1 an. Ce qu'ils disent, c'est, le principe, c'est l'interdiction, sauf si vous rentrez dans les dérogations. Et ils ne précisent pas que 500 personnes, c'est possible. Et donc, dans ce cadre-là, si vous voulez, les forces de l'ordre interviennent sur des free parties de moins de 500 personnes. Alors, et affirment, ça s'applique puisque le préfet a pris un arrêté. Il y a combien de free parties, de raves vous me disiez qu'il y en avait toutes les semaines, c'est ça? Il y en a beaucoup. Alors, un peu moins en hiver, certainement, mais il y en a quasiment toutes les semaines dans les ronds, oui, bien sûr. D'accord. Alors pourquoi les réprimer? Parce que bon, il y a des problèmes. Faut revenir sur deux niveaux de répression. Il faut revenir sur 2 niveaux de répression. La première qui pose problème, c'est qu'on applique une législation d'interdiction là où il n'y a pas à interdire, puisque c'est libre. Donc le préfet n'a pas le pouvoir d'interdire. Ça, c'est problématique. Le deuxième problème, c'est que le préfet, lorsqu'il y a une free party de par exemple de 800 personnes non déclarées, là le préfet a le droit d'intervenir et il a le droit de saisir le matériel sonore. Là, le préfet, ce qu'il a dit, lui, c'est qu'il se donne le pouvoir de saisir du matériel sonore, non pas sur le lieu d'une free party, mais dans tous les rows, sur toutes les voies, tout le temps. C'est-à-dire qu'il s'arroge un pouvoir extrêmement important qui n'est pas prévu par la loi. Et ça, c'est problématique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que on parlait de l'état de droit tout à l'heure, on est dans un système de séparation des pouvoirs. Le pouvoir exécutif exécute la loi qui est votée par le Parlement et le juge fait respecter la loi, l'application de la loi. Là, ce que fait le préfet,
c'est qu'il remplace le Parlement. Il se permet de faire une loi où lui il dit, ben moi, chez moi, dans mon département, eh ben moi j'ai le droit de contrôler sur tout le territoire et en plus j'ai le droit d'interdire en dessous de 500. Et ça c'est vraiment problématique. Et donc le mouvement des Free Party nous a saisi en amont de cette manifestation pour contester l'arrêté du préfet. Et le juge administratif a indiqué, nous n'allons pas suspendre cet arrêté, parce qu'en fait, cet arrêté ne s'applique pas en dessous de 500. Et en fait, il a réécrit quelque part l'arrêté pour rappeler les bornes de la loi. Et c'est particulièrement important dans un moment où l'état de droit est attaqué, on l'a vu, avec des manifestations ou des personnels politiques qui remettent en question le pouvoir judiciaire. C'est extrêmement important que là, le tribunal administratif de Montpellier ait rappelé en fait le cadre de la loi. Mais bon, il y a aussi des installations qui se font dans des lieux privés, dans des forêts privées, il y a des nuisances, il y a des accidents, il y a peut-être de la drogue aussi, je ne sais pas. Alors, effectivement, dans le contentieux qu'il y a eu, par exemple... Tout ça est un peu contre la loi. Le préfet, par exemple, faisait état sur une manifestation de contrôle policier où il y aurait eu 10% des personnes qui revenaient de manifestations festives, 10% des chauffeurs qui avaient pris des produits. Dont acte, mais il y a une législation pour ça. Il y a déjà une législation qui sanctionne. Il y a peut-être aussi, vous savez, quand vous sortez de boîte de nuit, je pense qu'il y a aussi, parce qu'il y avait des gens aussi qui avaient bu de l'alcool, il y a aussi ce type de problématique. Aujourd'hui, il n'y a plus de boîte de nuit, il y a que des free parties. Non, il y a encore des boîtes de nuit. Donc, en fait, si vous voulez, le fait qu'il y ait effectivement peut-être des consommations de drogue, c'est une chose, mais il y a déjà une législation. Il ne faut pas tout mélanger, ce que vous voulez dire. Oui, il ne faut pas tout mélanger, mais après, la question, c'est l'occupation de l'espace. Vous avez des forêts domaniales, parce que souvent, ce sont quand même dans des zones, des forêts publiques, des forêts, oui, du domaine public, sous les éoliennes, dans des forêts domaniales. C'est la plupart du temps, c'est sur des zones comme celle-là. La question, c'est comment on utilise l'espace et comment on partage l'espace. Quand vous avez des promeneurs qui vont en forêt et qui vont marcher en forêt, qui écrasent des champignons, eh ben, l'association des amateurs micellaires du coin va dire mais vous écrasez les champignons que nous observons depuis 10 ans. Quand les promeneurs vont en forêt et que les chasseurs vont chasser, alors les promeneurs disent ben, alors là les chasseurs ils nous empêchent de nous balader parce qu'ils chassent. Donc quand les chasseurs vont chasser en forêt et qu'il y a des jeunes qui font des free parties, ils vont dire ah ben alors voilà il y a des nuisances sonores donc ça fait fuir les animaux. Effectivement, la question de l'occupation du domaine public doit se faire de manière partagée et de manière raisonnée. Et on ne peut pas dire nous allons interdire les free parties parce que le lobbying qu'ils font est beaucoup moins efficace que le lobbying des chasseurs. Vous voyez, c'est pas comme ça qu'on règle les choses dans un état de droit. Et donc, effectivement, il y a des nuisances, mais quand vous avez des chasseurs, excusez-moi, il y a des nuisances sonores, il y a parfois des accidents, et pour autant on n'interdit pas la chasse. Donc il faut peut-être rationaliser un petit peu tout ça, sortir du fantasme. On a l'impression aussi que c'est une population qui échappe à tout contrôle social. Alors c'est peut-être là en fait que se joue en fait cette législation, parce que pourquoi il y a beaucoup de teufeurs ici, pourquoi il y a beaucoup de free party. Dans les années 90, Thatcher interdit les manifestations au-delà de 10 personnes, festives. On ne peut pas se réunir à plus de 10 personnes. En Angleterre. Ah bon, d'accord. Ils interdisent au-delà de 10 personnes. Du coup, les gens viennent un peu ici. Et puis, ça se développe beaucoup du coup en Europe. Et là, on s'aperçoit par exemple que la première mesure qui a été prise, une des premières mesures, un des premiers décrets-lois pris par Meloni en Italie, qui arrive au pouvoir, extrême droite, c'est interdire les free parties. C'est-à-dire d'avoir des jeunes qui s'organisent en autogestion pour s'amuser en dehors du champ marchand, et qui échappent donc au contrôle commercial, mais aussi à une espèce de contrôle social, ça pose problème. Ça pose problème parce que ce sont des gens justement qui sortent de ce contrôle indirect qui est mis en place. Et il faut quand même voir qu'aujourd'hui, vous êtes jeune, vous voulez aller dans une boîte de nuit, un concert, quoi que ce soit, bon, ben, vous avez déjà 15-20 € pour payer votre billet, votre entrée, et puis vous avez déjà 15 € pour payer une boisson, donc vous en buvez deux, ben voilà, et donc ça fait quand même un budget extrêmement important qui prive toute une partie de la population d'avoir accès aux loisirs. Et en fait, c'est vraiment aussi peut-être aussi une vision du monde. Sortir pendant 3 jours pour camper, vivre dehors en plein air, pour aller écouter de la musique, parler avec les gens en extérieur, c'est aussi une manière de vivre différemment sur une musique qui par ailleurs est une musique qui va durer pendant vraiment plus de 2 jours en entier et qui sont sur des rythmes qui sont très peu repris quand même dans les boîtes de nuit classiques.
Alors, est-ce que le tribunal administratif vous a rétabli dans votre bon droit? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, il a rétabli la limite des 500 participants, et ça, c'est extrêmement important. Parce que ça a été constaté sur le terrain, vous avez vraiment les forces de l'ordre qui viennent et qui vous disent alors votre free party est interdite. Alors là, la réaction, c'est on est moins de 500. Et la réponse, c'est mais le préfet interdit tout. Donc on a vraiment une application de la loi. Ce critère est vraiment important. Donc le fait que le tribunal administratif ait rappelé ce critère, c'est très important. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est la question en fait des saisies de tout matériel sonore dans une voiture qui est possible par le préfet pendant 1 an sur tout le territoire. C'est-à-dire que, bon, là, vous êtes habillé avec une chemise, on est habillé, on est propre sur nous, on a un système de son, on va se poser sur la plage, on va se poser dans une clairière, on fait un pique-nique avec notre système de son, une enceinte, etc. Ça va bien se passer. Alors vous passez, vous avez une voiture un peu ancienne, vous êtes habillé un peu à la cool, peut-être un peu trop à la cool, vous n'avez peut-être pas la bonne couleur de peau, vous avez peut-être des dreadlocks, on ne sait pas, en fait votre style est moins classique. Il y a quand même plus de chances qu'à ce moment-là, quand même, ce soit votre véhicule qui soit fouillé. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de contrôle là-dessus. Et ce point-là, là-dessus, sur ce point-là, le tribunal administratif ne nous a pas suivis, alors que finalement, c'est un point qui concerne tous les Héraultais et les Héraultaises. Est-ce que le combat pour les droits et les libertés est toujours aussi dangereux? Oui, enfin, c'est vrai qu'on va dire... C'est une question. On va dire que c'est pas complètement facile. Qu'est-ce qui est difficile? La montée de l'extrême droite, en fait, ne se fait pas ne se fait pas impunément. C'est-à-dire que ce qui accompagne toujours les groupuscules de l'extrême droite et l'extrême droite, c'est la violence. Et la violence verbale, la violence physique. Et ça, c'est compliqué. Vous avez des exemples? Alors, récemment, la cour d'appel de Montpellier a condamné des fils pour insultes à caractère sexiste. Donc, ils sont voilà, c'est jamais très très bien. À côté, quand il y a ce type de choses, donc j'étais la plaignante, il y a des menaces de mort régulières. La montée de l'extrême droite s'accompagne de la violence. Donc ça, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Est-ce que vous comprenez que certains doutent de la justice? Il y a quand même un vrai problème, et c'est notamment, le principal problème, c'est un problème de moyens. Nous avons actuellement, je crois, on a un ratio de juges qui est, je crois, 2 ou 3 fois inférieur au nombre de magistrats qu'il y a dans les autres pays européens. On manque de tout. Les principaux financements vont sur ce qu'on appelle la chaîne pénale. Alors, rien que ce mot, une chaîne pénale, c'est-à-dire on va réprimer les incivilités, les petits délits. Ce qui est important, sauf qu'à côté, quand vous êtes sur des questions de garde d'enfants, de séparation, de loyer, des fois de choses plus lourdes, sur de la protection de l'enfance pour des mesures adaptées, un divorce 3 ans, 7 ans pour avoir un jugement applicable en prud'homme, effectivement, c'est difficile d'avoir confiance dans une justice qui n'est pas là et qui ne répond pas présente. La vraie question, c'est pourquoi on ne met pas les moyens dans la justice. Et quand on les met, effectivement, c'est souvent sur du pénal. Quand on entend les plus hauts responsables de l'État avoir une position critique sur une décision de justice parce que un autre membre politique qu'ils combattent, mais qui fait partie de leur sphère, a été condamné, effectivement, si vous voulez, on voit bien que la justice n'est pas soutenue et qu'elle n'a pas les moyens. Donc c'est difficile d'avoir confiance dans un système où vous voyez que, malgré tout le travail qui est fait, il n'y a pas la capacité réelle derrière. François Mitterrand, il disait quand une loi est mauvaise, il faut l'abroger. Est-ce que... Oui, quand une loi est mauvaise, il faut revenir dessus, et c'est le rôle du Parlement, ou alors, par le biais d'une question prioritaire de constitutionnalité, saisir le Conseil constitutionnel dans le cadre d'un contentieux. Effectivement. Est-ce que parfois la justice est mauvaise? La justice et la loi, c'est pas pareil. Enfin, est-ce que les lois, parfois, sont à réformer?
Si on en revient par exemple à ce que demande, aux revendications du mouvement du Free Party, ils demandent la dépénalisation. Eux, ils demandent en fait de sortir de la tutelle du ministère de l'Intérieur, ce qui est le cas actuellement, pour aller sous le ministère de la Culture et faire ce que fait le Portugal ou ce que fait aussi les Pays-Bas, ce que font ces deux pays, à savoir dépénaliser et donc sortir du cadre de la loi. Donc oui, par exemple, abrogeons l'article L211-5 du Code de la sécurité intérieure pour laisser les gens pouvoir faire la fête librement. Dernièrement, il y a eu une polémique avec Robert Ménard qui a refusé de marier un étranger sous OQTF. Oui. A-t-il eu raison de se mettre hors la loi? Alors, certainement pas. Rien ne peut justifier que le pouvoir exécutif contredise en fait et n'applique pas la loi. C'est extrêmement grave en fait. C'est grave, notamment ce qui est récurrent. Sur le maire a le pouvoir de ne pas célébrer un mariage lorsqu'il des conditions légales sont remplies. Exemple, il n'y a pas de consentement. Exemple, vous avez un problème sur, par exemple, la nature même de l'état civil. Vous avez une vraie difficulté qui est liée en fait à l'institution qui est le mariage. C'est une chose. Mais détourner la loi pour appliquer son programme politique en dehors des pouvoirs qui vous ont été conférés par l'État en votre qualité de premier magistrat de la ville, c'est inadmissible en fait. Et c'est tellement inadmissible qu'on a très très peu de mécanismes dans notre 5e République pour sanctionner ce type de comportement. Parce qu'il y a un impensé dans la 5e République, c'est l'impensé du retour de l'extrême droite. La 5e République, c'est la séparation des pouvoirs. On n'a pas de mécanisme qui permette de sanctionner l'exécutif. Et ce qui se passe avec l'extrême droite, c'est que l'extrême droite, c'est la théorie de la puissance. C'est tant que je peux faire, même si je dépasse le cadre juridique dans lequel je suis, je fais, et je mets les gens devant un fait accompli par la force. Et c'est ce que fait Ménard dans ce dossier, mais c'est ce qu'il fait aussi depuis des années dans différents contentieux, comme le contentieux des crèches de nativité, alors dont on se gosse et c'est un peu le marronnier. Simplement, tous les ans, il prend une décision qui viole la loi. Et derrière, quand vous avez l'inauguration de la crèche de nativité de Béziers, illégale, où vous avez quelqu'un qui passe et qui crie « Vive la laïcité », qui se fait interpeller par la police municipale aux ordres du premier magistrat de la ville, donc qui détourne son pouvoir de premier magistrat, qui détourne son pouvoir de police municipale pour faire fouiller quelqu'un parce qu'il a crié « Vive la laïcité », parce que lui fait quelque chose d'illégal. Et vous voyez que là, on a un vrai problème, et cet impensé, il va falloir revenir dessus. Alors il y a différents mécanismes maintenant qui se mettent en place, et qui vont permettre, et là c'est un mécanisme de droit général, il est convoqué, et là le dossier est encore en cours, donc il faudra voir ce que fait la justice au terme de Est-ce qu'il faudrait une loi plus sévère pour les politiques qui se mettent en avant et qui représentent les citoyens plutôt que pour les citoyens? La loi, elle doit être la même pour tous, mais en fonction des responsabilités qui sont exercées. Il y a les politiques ont il y a un principe en droit. Les politiques dirigent, donc ils sont modèles, donc ils devraient être. La loi devrait être peut-être plus sévère avec eux. Il y a un principe de personnalisation de la peine, qui est en fonction en fait justement de la personnalité des gens. Vous avez des peines spécifiques quand vous agissez dans le rôle d'élu avec des incriminations spécifiques. Donc ça c'est l'inéligibilité par exemple, on est exactement dans ce cadre-là. Il y a un problème, c'est le fait d'être le premier magistrat de la ville, alors que par la loi. Normalement, quand vous êtes officier de police judiciaire, si vous n'êtes pas probe, vous avez un mécanisme où on peut vous enlever la qualité d'officier de police judiciaire. La qualité d'officier de police judiciaire des maires ressort d'une survivance en fait des républiques précédentes, et il n'y a pas de mécanisme de coercition. Et ça c'est vraiment une lacune, parce que là pour le coup vous avez un mandat particulier sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Donc il va falloir creuser un petit peu là-dessus, parce que puisque les maires ne respectent plus, en tout cas les maires d'extrême droite ne respectent plus le mandat qui est le leur et détournent leur fonction à des fins purement politiciennes, il faudrait mettre en place un mécanisme. Et ce rôle d'exemplarité, est-ce que par rapport à ce rôle d'exemplarité, la loi ne doit-elle pas être plus sévère? En fait, il y a des dispositions particulières. Par exemple, la question de l'inéligibilité ne s'applique nécessairement qu'aux personnes, en tout cas dans leur application directe, qu'aux personnes qui sont élues. Donc vous avez déjà des sanctions particulières. Bien sûr, il est inadmissible d'entendre, par exemple, que ce système-là d'inéligibilité n'existerait pas ailleurs, alors qu'il existe bien entendu ailleurs, voire de manière plus ferme. Il y a déjà des mécanismes de sanctions, justement qui sont liés à la nécessaire probité que doivent avoir les élus. Il faut les appliquer.
Où en est l'état de la liberté d'expression? Est-ce qu'elle recule ou vous la voyez comment, cet état? Alors moi je suis assez atterrée notamment de la tribune qui a été signée par les représentants au niveau de la région et de la mairie de Montpellier, indiquant qu'il fallait limiter la liberté d'expression et l'arrêter sur la critique du sionisme. Il faut distinguer en fait entre le sionisme qui est un projet politique qu'on peut critiquer et la question de l'antisémitisme. Et donc voir que des élus de gauche en arrivent à proposer ce type de mesures, oui, c'est assez effrayant. La liberté d'expression, c'est la base de toute société démocratique. C'est une des libertés les plus importantes. Si on ne bénéficie pas d'une liberté d'expression, on ne peut pas échanger, faire évoluer, y compris discuter avec une personne avec laquelle on ne serait pas d'accord, y compris quelqu'un d'extrême droite, justement pour lui expliquer pourquoi on n'est pas d'accord, et l'autre personne a aussi le droit, et on ne peut pas faire évoluer les idées. On serait comme enfermé dans une claque murée, en fait, si on n'a plus cette liberté d'expression. Donc, oui, de voir qu'il y a des attaques comme celle-là, c'est assez effrayant, et ça veut dire aussi peut-être que les gens n'osent plus échanger leurs idées, n'osent plus sortir peut-être de choses convenues. Faire fonctionner son cerveau, c'est quand même une chose assez formidable. C'est gratuit. Voilà. Pour terminer, un petit mot sur les Halles Plaza et M. Deljari, là, qui a open bar là, sur Montpellier. Oui, alors c'est vrai qu'il y a eu un mouvement de squat de ce bâtiment qui s'était déroulé on va dire sans heurts. Et habituellement, vous avez une procédure qui s'enclenche. Et là, c'est vrai que nous avons vu une intervention en 48 heures, avec énormément de forces de l'ordre, dans un cadre... Ça veut dire combien, énormément? Il y avait quand même 20 fourgonnettes. 20 fourgonnettes? Ouais, qui ont encerclé le pâté de maison, avec des forces de l'ordre nombreuses. Donc c'est vrai que lacrymo, etc., sur une intervention... dont le cadre légal qui a été posé est un petit peu surprenant. Donc on s'aperçoit que selon la destination du bâtiment, l'intervention est plus ou moins rapide et plus ou moins proportionnée. C'est bien ce que je disais tout à l'heure, là, suivant que tu sois puissant ou misérable. Oui, selon que tu sois noir ou que tu sois blanc, mais là ça a été une mesure du pouvoir exécutif, on verra sous le contrôle de la justice. Pour l'instant, ça s'est passé de manière calme et sans violence. Voilà, donc on le saura désormais, on regardera qui bénéficie des droits, je pense, sur les bâtiments, pour comprendre un peu mieux la situation. Très bien, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. Merci à vous. Merci.